De lui du million de personnes désormais atteintes par le Covid-19. Chérie, ça va? Oui, ça va, chérie. J'ai signé. On est couvert. Avec l'assurance Leadway Protection, assurez à votre famille un soutien financier en cas de décès, d'invalidité ou de maladie grave, y compris Covid-19. Vous prenez soin de ceux que vous aimez, nous prenons soin de vous. Souscrivez à 9 900 francs par an et recevez 500 000 francs en cas de sinistre. Rejoignez-nous. Leadway Vie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Le Sénat adopte 4 projets de loi. Il s'agit notamment de la recomposition de la commission électorale indépendante, de la révision du code électoral. Était face aux sénateurs pour défendre ces projets. Les ministres Sidiki Diakité et Sansan Kandilé, les sénateurs ont tous adopté ces 4 projets de loi. Le bilan sanitaire du jour concernant le coronavirus a été fait ce vendredi 29 mai. On dénombre en Côte d'Ivoire 109 nouveaux cas avec 1370 patients guéris au total. La déclaration du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans ce journal. Dans cette crise sanitaire, la Côte d'Ivoire bénéficie de la confiance et du soutien de ses partenaires économiques. L'Agence française de développement, l'AFD, débloque plus de 113 milliards de francs CFA pour la réalisation de divers projets de développement, entre autres secteurs ciblés, le transport urbain, la météorologie et l'agriculture. Le nouveau président du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, est connu. Cheikh Mamadou Traoré, imam principal de la grande mosquée de la Riviera Golfe à Cocody, a été désigné par ses pairs pour succéder au cheikh Aïma Bouakari Fofana, décédé le dimanche 17 mai dernier. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Nous commençons tout de suite par Yamoussoukro, où les sénateurs réunis aujourd'hui ont adopté 4 projets de loi. Il s'agit notamment de la recomposition de la commission électorale indépendante, de la révision du code électoral. Les ministres Sidiki Diakité et Sansan Kandilé ont présenté ces projets qui ont été adoptés par les sénateurs, comme nous le rapporte Kadé Sogodogo. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité, et le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kandilé, sont face au président du Sénat, Jano Ahoussou-Kouadio, avec lui les sénateurs au grand complet, présents en salle ou par vidéoconférence. Après la chambre basse du Parlement, c'est le tour de la chambre haute de se prononcer sur 4 projets de loi. 2 ratifications. La recomposition de la commission électorale indépendante qui passe de 15 à 16 membres et la révision du code électoral et 2 relatifs d'abord au domicile qui est vu désormais comme un lieu unique avec obligation dans les 6 mois de son installation d'une déclaration à la mairie ou à la sous-préfecture et enfin au nom où le père ne détient plus l'exclusivité. Il faudra désormais compter avec la mère. Les différentes discussions qui ont suivi ont vu une participation active des différents groupes parlementaires du Sénat pour aboutir à un vote démocratique. Pour le projet de loi sur la recomposition de la CEI et la révision du code électoral, 77 voix pour et 17 voix contre. Ceux relatifs au nom et au domicile ont recueilli le oui à l'unanimité. Le domicile, c'est la permanence, c'est la fixité, c'est l'unicité, et la résidence, c'est le caractère purement temporaire. Pour ce qui est du nom, vous savez, le nom était régi par des lois. La loi de 64, du 7 octobre 64, et par la loi modificative du 2 août 83. Aujourd'hui, avec l'évolution de la société, nous avons présenté un nouveau projet de loi qui prend en compte la parité et surtout le genre. La commission électorale indépendante a tous les instruments sur lesquels elle peut s'appuyer pour conduire donc ces élections. Et ce code électoral, il faut le saluer parce qu'il est la résultante du dialogue politique qui a été donc initié et conduit par le Premier ministre sur instruction du Président de la République. Au Sénat, la démocratie
aura tout simplement prévalu. La sagesse a prévalu au Sénat. Le débat démocratique a eu lieu à l'intérieur du Sénat parce que la seule tribune donnée aux parlementaires, au peuple, c'est ou l'Assemblée nationale ou le Sénat. C'est le seul endroit où la démocratie s'exprime. Les débats ont eu lieu. Les commissaires du gouvernement ont répondu à toutes les questions. Aucune question n'était une question taboue. Et je pense que nous pouvons dire que la démocratie est en marche au sein du Sénat. Après le vote du Sénat, les voyants sont donc au vert pour enclencher un processus électoral libre et transparent en Côte d'Ivoire. Octobre 2020 marque la présidentielle. On l'a appris aujourd'hui, l'imam principal de la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody est le nouveau président du COSIM, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Cheikh Mamadou Traoré a été désigné aujourd'hui même pour le jour de la grande prière, le vendredi, par ses pairs pour succéder au Cheikh Aïma Bouakari Fofana, je rappelle, décédé le 17 mai dernier. Le nouveau guide de la communauté musulmane a invité l'ensemble des fidèles à la cohésion et à l'union. Konepa Gassoro. Traoré Mamadou, imam principal de la grande mosquée de la Riviera Golf, est le nouveau président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques. Il a été désigné à la tête du COSIM par ses pairs pour succéder au Cheikh Aïma Bouakari Fofana, rappelé à Dieu le dimanche 17 mai dernier. Le nouveau guide de la communauté musulmane a invité l'ensemble des fidèles à la cohésion et à l'union. Il n'a pas manqué d'exhorter la communauté musulmane dans son ensemble à multiplier prières et adorations pour la paix et l'entente entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire, mais surtout pour des élections apaisées en 2020. Je mesure pleinement la grande responsabilité que cela implique, surtout dans cette période particulièrement marquée non seulement par la pandémie à coronavirus qui a véritablement impact sur nos pratiques culturelles et sociales au sein de nos mosquées, mais aussi par l'imminence des prochaines échéances électorales dans notre pays. Je ne doute pas un seul instant de l'implication et de l'engagement et du soutien de chacun de vous pour m'accompagner dans la mise en œuvre de mes nouvelles responsabilités. Cheikh Aïma Traoré Mamadou, après avoir reconduit à son poste l'ancien secrétaire exécutif du COSIM, a demandé aux imams, aux guides religieux, aux prédicateurs et aux fidèles de le soutenir et de l'accompagner en vue de lui permettre de réussir la mission à lui confier. Le message du nouveau président du COSIM, reçu 5 sur 5 par la communauté. Cheikh Fofana, à son absence, c'est l'imam Traoré qui a assuré l'intérim. Dirigeait les réunions, qui signait beaucoup de documents, donc c'est un signe. Il a même confessé, dire à des gens discrètement qu'il ne sait pas qui ira avant l'autre, mais que, en tout cas, s'il partait avant, que c'est l'imam Traoré qui serait son remplaçant. Nous sommes heureux, très très heureux, et nous prions pour lui. Nous sommes prêts à l'accompagner et nous serons toujours aussi à ses côtés, comme nous l'avons été auprès du Cheikh. Et notre dévouement, notre disponibilité seront à sa disposition. Il a fait l'unanimité. Il n'y a eu aucune objection. Quand son nom est sorti, tout le monde l'a accepté et nous nous sommes engagés auprès de lui. Nous lui avons dit de se rassurer. Nous voulons simplement qu'il soit devant nous, qu'il nous guide, qu'il donne les orientations et nous allons exécuter. Né en 1944 à Korogo, Cheikh Aïma Traoré Mamadou est marié et père de 5 enfants. Il fut conseiller de l'ex-président du COSIM depuis 2008, membre fondateur du Conseil national islamique CENI et officier de l'Ordre national de la République des Côtes d'Ivoire. Le nouveau président du COSIM a depuis 1970 le diplôme d'études accélérées de perfectionnement de la langue française de l'Université Paris-Sorbonne de France. On continue de faire bloc contre le coronavirus pour gagner la bataille. L'accent est mis sur la sensibilisation et la RTI fait sa part. C'est l'une des informations que vous attendez tous, le bilan sanitaire du jour concernant le coronavirus. Eh bien, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a fait le point. Ce vendredi, on dénombre dans notre pays 109 nouveaux cas confirmés.
1370 patients guéris au total. Je vous propose la déclaration du directeur général de la santé, professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 29 mai 2020, 109 nouveaux cas de Covid-19 sur 527 échantillons prélevés, soit 20,6% de cas positifs, 44 guéris et 0 décès. À la date du 29 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 2750 cas confirmés, dont 1370 personnes guéries, 32 décès et 1348 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 26 548. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle aux populations que les services de santé sont ouverts et disponibles sur toute l'étendue du territoire avec leur dispositif habituel d'offre de soins afin d'offrir des soins de qualité. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte les populations, en particulier les femmes et les enfants, à continuer à fréquenter nos établissements sanitaires, notamment pour les services de vaccination et de consultation prénatale. Si vous toussez, avez de la fièvre et des difficultés respiratoires, n'hésitez pas à vous rendre dans un de nos centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou appelez les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Voilà, n'arrêtons pas, continuons de respecter les gestes barrières pour stopper ce coronavirus qui touche plusieurs pays. Aujourd'hui, vendredi 29 mai, on dénombre en Afrique, notamment au Ghana, 7616 cas confirmés, 34 décès. En Guinée, 3275 cas confirmés, 20 décès. Au Sénégal, 3348 cas confirmés, 39 décès. Au Mali, 1194 cas confirmés, 72 décès. Le continent africain enregistre aujourd'hui 132 349 cas confirmés, 3884 décès. Et dans le monde, on dénombre ce jour au moins 5 871 347 cas confirmés et au moins 362 554 décès. On en arrive à présent au point de presse du gouvernement sur le coronavirus. Une rencontre, vous le savez, pour sensibiliser et informer les populations en vue de stopper la propagation de cette pandémie. Le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel a été présenté à la presse. L'initiative vient soutenir les acteurs du secteur impactés par les effets de cette crise sanitaire. Alexis Ouetraogo. Le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel vient soutenir cette branche d'entrepreneurs vulnérables impactés par la Covid-19. Il va les identifier, financer leurs projets de maintien ou de relance d'activité, apporter encadrement et accompagnement. Mais quels en sont les critères de sélection? Être une unité de production informelle, avoir subi une baisse d'activité, de revenus ou un arrêt total d'activité, disposer de justificatifs prouvant l'existence de l'activité avant la pandémie, s'engager à maintenir ou à développer son activité, s'engager à maintenir ses emplois et être inscrit à la couverture maladie universelle. Si tous les secteurs d'activité sont éligibles au fonds, la phase transitoire prendra en compte des secteurs prioritaires, notamment le commerce, l'artisanat, les services et la petite transformation. La subvention maximum est de 300 000 francs CFA pour les activités de transport et de restauration et de 200 000 francs CFA maximum pour les activités de commerce et l'artisanat. Des subventions payées à travers le transfert par mobile money ou par le canal des institutions de microfinance. Nous avons deux modalités d'inscription. L'inscription sur le site www.fazi.ci, soit s'inscrit physiquement
en remplissant des formulaires d'identification disponibles dans les agences régionales de l'Agence Emploi Jeunes, dans les guichets emploi de l'Agence Emploi Jeunes ou bien dans les démembrements des structures sectorielles partenaires. En cette période de crise sanitaire, les opérations de don de sang connaissent un ralentissement qui affecte la banque de sang. Concernant les défis de la disponibilité en produits sanguins, ils sont plus grands dans le contexte actuel de Covid-19 où on note une réduction significative du nombre de donneurs, donc du nombre de poches disponibles. Le ministère de la Santé insiste par ailleurs au respect des mesures barrières, exhorte restaurateurs et tenanciers de maquis à s'engager pleinement dans la lutte. Ces lieux très fréquentés doivent être sécurisés pour tous, car propices à la propagation de la maladie si les mesures préconisées par le gouvernement ne sont pas respectées. L'hygiène, la salubrité des locaux et le respect des mesures barrières, en particulier la distanciation physique, doit être de mise. Un appel appuyé par le ministère de la Sécurité. Aussi, recommandons-nous vivement aux 10 propriétaires et leurs fournisseurs, en raison de la mesure de plafonnement à 200 personnes en un lieu, d'éviter toute action de promotion festive de leurs produits, pouvant occasionner des débordements. Notons que la prise en charge des patients atteints de la Covid-19 reste gratuite dans le public et à la charge des patients dans le privé. Elles subissent aussi les effets de cette pandémie. Il s'agit des familles défavorisées. L'État a mis en place donc un fonds spécial de solidarité pour leur venir en aide. Après donc le Grand Abidjan, l'opération d'assistance aux personnes vulnérables va s'étendre à l'intérieur du pays. Plus de 177 000 ménages ciblés dans le Grand Abidjan perçoivent 25 000 francs CFA par mois. Avant le déploiement donc de l'opération à l'intérieur du pays, la ministre Mariatou Koné a échangé avec une délégation de la Banque mondiale afin qu'elle s'imprègne du mode opératoire, comme nous l'explique Walter Amadou Ouattara. Caroli Gevers, responsable des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, et son équipe en séance de travail avec Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Au centre des échanges, la prise en charge de l'ensemble des personnes vulnérables en Côte d'Ivoire et particulièrement celles impactées par la Covid-19. Dans ce contexte, 177 198 ménages du Grand Abidjan bénéficient de l'opération d'assistance aux personnes vulnérables dues à la Covid-19. Le premier point important, c'est que nous partageons pleinement les objectifs du gouvernement en cette période de Covid, qui est de venir en aide aux plus vulnérables et de le faire de façon efficace et transparente. Donc on sait qu'il y a déjà de bonnes pratiques qui existent au sein du ministère de la Solidarité et nous avons pleinement confiance que ces bonnes pratiques vont aussi être mises en œuvre dans le nouveau fonds de solidarité nationale en réponse à la crise Covid. Outre cette opération, la Banque mondiale apporte une importante contribution financière aux projets Suède et filets sociaux. Aujourd'hui, nous avons discuté un peu de la mise en œuvre du fonds et puis nous sommes très heureux de savoir que la Banque mondiale nous offre encore d'autres possibilités pour élargir notre assiette de bénéficiaires. Le projet Suède, qui est le projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel. C'est la Côte d'Ivoire qui assure la présidence du comité de pilotage régional pour 9 pays. Et la bonne nouvelle, c'est que la Banque mondiale octroie 188 milliards au comité régional pour l'implémentation de la phase 2 de ce projet autonomisation des femmes et dividende démographique dans le Sahel. A été également abordé lors de cette rencontre l'élaboration du registre social unique RSU, un projet de la ministre Mariatou Koné. C'est une base de données de l'ensemble des ménages vulnérables qui se veut un outil de lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Et l'appel à la solidarité en cette crise sanitaire trouve un écho favorable dans notre pays. Une entreprise ivoirienne spécialisée dans la réalisation d'infrastructures routières a fait des dons de kits de protection contre le coronavirus, dont d'une valeur de 300 millions de francs CFA au ministère de l'Éducation nationale et au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La cérémonie de remise des dons rapportée pour vous
par Patricia Omoitia. Pour soutenir les capacités de protection des enseignants, des étudiants et des élèves, le groupe Porteo et sa filiale NSE Côte d'Ivoire fait un don de 1 million de masques de protection et 2500 gels hydroalcooliques. Cette contribution de 300 millions de francs CFA offerte par le groupe vise à fournir un accompagnement social au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le matériel que nous recevons aujourd'hui est constitué de 1 million de cache-nez, dont 750 000 pour l'éducation nationale et 250 000 pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, et de 2500 gels hydroalcooliques, dont 1500 pour l'éducation nationale et 1000 pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Pour notre part, cette offre permettra de renforcer nos dispositifs à l'intérieur du pays pour les établissements publics et privés. Je vous prie, messieurs, de transmettre à M. Daklala, PDG du groupe Porteo, l'expression de notre gratitude infinie. Nous ferons tout ce qui est humainement possible à notre niveau pour éviter que le virus Covid-19 entre dans nos établissements. Hassan Daklala, PDG du groupe Porteo et sa filiale NSE Côte d'Ivoire, participent ainsi aux efforts des autorités, des acteurs de la santé, mais également de tous ceux qui sont impliqués au quotidien dans la lutte contre la propagation de la Covid-19. Pour ce qui concerne NSE, il s'agissait donc pour notre président directeur général, M. Daklala Hassan, d'apporter humblement, je dis bien humblement, sa pierre à l'édifice en offrant donc au monde de l'enseignement 1 million de masques et 2500 gels hydroalcooliques. Il faut protéger la base pour pouvoir étouffer la maladie afin que, on ait, comme on le dit, un corps sain avec une tête pleine. Depuis le début de cette crise sanitaire, le groupe se mobilise pour la santé et la sécurité des dirigeants et administrateurs, ainsi que les partenaires du système éducatif ivoirien. Voilà, la solidarité est en marche, les activités reprennent. Vous allez le voir, comment le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique s'organise pour le retour des étudiants et personnels administratifs dans les universités et grandes écoles de l'intérieur du pays. Ce vendredi 29 mai, les premiers départs ont été organisés à la place Figayo dans la commune de Yopougon. Plus de 10 000 étudiants sont concernés par cette opération. Issa Chonayo. Yopougon, place Figayo. Les étudiants inscrits sur le site de la plateforme du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique remplissent les formalités pour rejoindre leurs différents établissements. Ce, après 2 mois de fermeture des universités et grandes écoles du fait de la pandémie du Covid-19. L'opération consiste à faire retourner les étudiants dans les 5 villes universitaires et à faire aussi venir ces étudiants qui ont été confinés là-bas, chez Abidjan. Ils payent le transport en ligne et on tire la liste. Grâce à Dieu, l'État a organisé le départ pour les étudiants. C'est une grande joie de retourner à Boaké pour reprendre les cours. Pour ce retour, toutes les mesures sont prises pour le respect des mesures barrières. Prise des températures par les agents de l'Institut national de la santé et des hygiènes publiques. Il y a beaucoup de convois à destination de l'intérieur. Mon équipe et moi, nous essayons de voir si ces passagers ne présentent pas des symptômes suspects à cette maladie. Il s'agit essentiellement de faire une revue de ces symptômes, surtout de prendre la température. Pour le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tout est mis en œuvre pour que les étudiants rejoignent leur destination en toute quiétude. Nous constatons que les opérations se passent bien puisqu'il y a déjà 3 cas qui sont partis. Sur les 7 cas qui sont prévus pour la journée d'aujourd'hui, le 4e cas s'apprête à partir. Donc après les 7 cas d'aujourd'hui, demain, il y a d'autres cas qui partiront. Ce retour des étudiants qui a démarré ce vendredi se poursuivra jusqu'au lundi prochain. Plus de 10 000 étudiants sont concernés par cette opération ayant pour destination Yamoussoukro, Korogo, Man, Dalwa et Boaké.
Et on reste prudent. Le coronavirus continue de sévir. Le secteur des arts et de la culture subit de plein fouet justement les effets de cette pandémie. La crise a plongé les acteurs de ce domaine dans une certaine léthargie. Le préjudice est énorme. En Côte d'Ivoire, la ministre de la Culture et de la Francophonie parle de 25 milliards de pertes. Une visioconférence des ministres de l'Union africaine a permis d'évaluer la situation de façon générale. Serge Coléa. 25 milliards de francs CFA de pertes cumulées dans le secteur des arts et de la culture du fait de la Covid-19. C'est le résultat d'une enquête menée auprès des opérateurs culturels, institutionnels et privés de Côte d'Ivoire. L'information a été donnée par la ministre Raymond Goudou Kofi à l'occasion du premier forum virtuel des ministres en charge de la culture de l'Union africaine. Chaque pays essaye et a essayé de soutenir le monde de la culture, de soutenir tous ceux qui se voient touchés. Il y a également tout le domaine des éditeurs, par exemple, qui sont eux, bien entendu constitués en petites et moyennes entreprises. Il y a également tout le secteur informel qui est drastiquement touché. Pour amortir le choc socio-économique et humanitaire, la ministre a expliqué que la Côte d'Ivoire a mis en place 3 fonds. Le secteur de la culture est éligible à 2 fonds. Le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel des montants de 150 milliards de francs CFA et le fonds d'appui aux petites et moyennes entreprises également de 150 milliards de francs CFA. Nous avons tenu à travers d'abord le Burida à informer toutes les fêtières qu'elles peuvent s'inscrire sur le site, n'est-ce pas, les différents sites qui sont proposés afin de pouvoir bénéficier de ces fonds. Il faudrait que même tous ceux qui ne sont pas inscrits au Burida puissent savoir qu'ils sont éligibles. Il faut saisir cette opportunité. La ministre de la Culture et de la Francophonie s'est engagée à inscrire la Côte d'Ivoire dans le plan d'action élaboré par l'Union africaine en vue de soutenir le secteur des arts et de la culture. On s'est parlé politique et religion pour la paix, mais aussi pour la santé. L'Église des Saints des Derniers Jours et le groupement politique pour la paix, GPP, apportent leur contribution à la lutte contre la COVID-19. Les 2 groupements, religieux et politiques, reçus au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ont fait don de kits sanitaires. Franck Wadio. Face à la réalité sociale souvent difficile causée par l'impact du coronavirus sur les populations et leurs activités, l'élan de solidarité s'est multiplié au niveau national. Salle de conférence du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le groupement des partenaires politiques pour la paix, le GPP, apporte sa contribution. Le GPP qui travaille pour la promotion de la paix et la garantie d'un environnement paisible dans notre pays ne saurait rester insensible, encore moins indifférent devant ce que vit notre pays en lutte contre un invisible ennemi qui ne fait que d'énormes dégâts. Des produits sanitaires et un engagement pour prendre à bras le corps la sensibilisation, implication des forces politiques, mais aussi celle des apôtres de foi. À la suite du GPP, une délégation de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours venu contribuer avec plus de 1300 kits de masques N95, des thermomètres à infrarouge entre autres, soit environ 17 millions de francs CFA pour marquer leur solidarité. Nous, en tant que citoyens, nous ne pouvons pas être des observateurs. Nous devons aller soutenir nos autorités qui sont en train de se battre en première ligne. Au-delà du symbole, ce qu'ils font déjà en priant pour nous, ce qu'ils font en nous conscientisant, c'est déjà beaucoup. Mais en plus de cela, ils sont allés jusqu'à faire des dons. Des dons en équipement de protection contre la Covid-19. Remerciements, mais aussi réitérer le même message, la Covid-19 est bel et bien une réalité. Le respect des gestes et mesures barrières reste d'actualité. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le lundi 1er juin 2020, lundi de la Pentecôte, est déclaré jour férié chômé sur toute l'étendue du territoire. Communiqué signé du général Issa Coulibaly, officier de l'Ordre national, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale.
En cette crise sanitaire, la Côte d'Ivoire bénéficie de la confiance et du soutien de ses partenaires économiques. L'Agence française de développement, l'AFD, débloque plus de 113 milliards de francs CFA pour la réalisation de divers projets de développement, entre autres secteurs ciblés le transport urbain, la météorologie et l'agriculture. Mamadou Kwasi. C'est donc le projet de mobilité urbaine dans le Grand Abidjan qui va partir de Yopougon jusqu'à Benjaville. On va construire une ligne de BRT, c'est-à-dire qu'un bus en site propre qui va transporter au moins par jour 350 000 personnes dans des conditions de sécurité et de coût abordables. À travers le centre d'alerte et de prévision et le renforcement de notre réseau d'observation, nous serons en mesure de mieux servir le monde agricole en mettant des données plus précises à leur disposition, mais également servir le secteur des BTP par exemple, le secteur routier. La réalisation de ce projet passe par un financement que l'Agence française de développement, AFD, octroie à la Côte d'Ivoire. Un crédit de 113 milliards 500 millions de francs CFA qui a donné lieu à 3 signatures de conventions entre l'État de Côte d'Ivoire et la République de France, représenté par son ambassadeur en Côte d'Ivoire. Mais l'urgence sanitaire ne doit pas éclipser les impératifs de développement de plus long terme. La bonne santé économique du pays est un facteur essentiel de celle de ses habitants. Ces projets permettront le désenclavement du port d'Abidjan, des campagnes ivoiriennes, je pense notamment à la route du Nord, au pont Félix Houphouët-Boigny, ou aux 11 ouvrages d'art ruraux des districts des Savanes, de la vallée du Bandama, des lacs et des lagunes. Le ministre de l'économie et des finances se réjouit de cet accord destiné à des secteurs clés du développement, notamment la météo, l'agriculture, le transport urbain et bien d'autres infrastructures. La professionnalisation du transport artisanal non conventionné pour en améliorer l'efficacité et la qualité du service. C'est donc à juste titre que nous apprécions la contribution de l'AFD pour la réalisation des 10 projets qui permettront, entre autres, de disposer d'infrastructures routières aux normes requises, d'assurer une mobilité rapide, confortable et sécurisée des populations à Abidjan et d'équiper nos services techniques d'outils de précision pour anticiper les variations climatiques et météorologiques à l'effet de contrôler les incidences, notamment sur l'agriculture. À travers ce crédit de 113 milliards 500 millions de francs CFA, la France renforce ainsi sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Déjà, plusieurs projets de développement en Côte d'Ivoire bénéficient du financement de l'AFD, Agence française de développement. La Côte d'Ivoire poursuit son développement. Les travaux pour son renforcement ont démarré le 22 février dernier. 3 mois après, la voirie urbaine de Toumoudi est déjà améliorée à 60%. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, a constaté de lui-même ce niveau d'exécution des travaux. C'était lors d'une visite du chantier qu'il a effectué aujourd'hui même. On en sait plus avec Léon Brou. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier sur le chantier du renforcement et d'amélioration de la voirie de Toumoudi. Sur le lot 1 portant réhabilitation de rues, il faut s'assurer de la qualité des travaux déjà presque entièrement exécutés. Idem sur les nouvelles rues à bitumer, canalisation et autres ouvrages d'assainissement posés par endroits pour un niveau d'exécution global du chantier estimé à environ 60%. Et la pandémie de la Covid-19 ne semble pas altérer cette allure, selon le chargé des travaux. Toutes les routes à Toumoudi ont été bâties, on finit tout. Le ministre il fait beaucoup de pression avec nous, on respecte un nombre de sociétés, bonne qualité, bon travail aussi. Sur les rues à réhabiliter comme celle en cours de bitumage, les points critiques sont passés en revue. Question pour le ministre de l'Équipement qui est rejoint par sa collègue de la Culture de s'assurer du respect des emprises des travaux, mais également de donner les dernières consignes de qualité et de célérité. Encore 1 mois et demi prescrit pour la fin des travaux et déjà le développement s'est emparé de Toumoudi. Les populations se rappellent et se souviennent que le président de la République avec le Premier ministre ont donc décidé d'octroyer 6 km de voies bitumées à Toumoudi. Moi je ne peux qu'être heureuse que ce que le Premier ministre a dit soit effectif. C'est un vaste programme que le Premier ministre a initié, évidemment sous l'autorité du président de la République, pour réhabiliter la voirie dans un certain nombre de villes de la Côte d'Ivoire. Nous sommes satisfaits de l'avancée des travaux. Nous avons demandé à l'entreprise d'aller relativement vite, de sorte que d'ici 1 mois et demi,
l'ensemble des travaux donc, de Toumoudi soient terminés. Ces travaux de renforcement et d'amélioration de la voirie urbaine de Toumoudi portent sur plus de 6 km pour environ 5 milliards de francs CFA. Ils ont démarré le 21 février 2020 dans le cadre des programmes routiers et sociaux du gouvernement et devront durer au plus 6 mois. Les lignes bougent aussi dans le domaine de l'état civil justement qui se rapproche de la population dans la commune de Trècheville. Un bureau d'état civil vient d'ouvrir ses portes dans la commune. Il est logé au sein du centre hospitalier et universitaire de Trècheville. Désormais, toutes les naissances et tous les décès enregistrés dans cet établissement sanitaire seront déclarés sur place. Mamadou Kwasi. Ce bâtiment neuf et moderne va accueillir désormais toutes les déclarations de naissance et de décès enregistrées uniquement au CHU de Trècheville. Une grande première en Côte d'Ivoire de mettre à la disposition d'un établissement sanitaire un bureau d'état civil. Il s'agit pour le maire de Trècheville de répondre ainsi à un besoin si important, car le CHU de Trècheville constitue à lui seul les 70% des déclarations à l'état civil. Cette démarche s'inscrit dans la politique du gouvernement qui consiste pour chaque citoyen à avoir un acte de naissance et réduit par la suite les audiences foraines, les nombreuses requêtes de jugement supplétif adressées au tribunal, faute de déclaration dans les délais légaux. Cette démarche a par ailleurs pour objectif d'aboutir au seuil de 0 déclaration hors délai. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé la reprise des travaux de réhabilitation du service gynéco-obstétrique avant de rappeler l'importance de disposer d'un acte d'état civil, surtout pour les naissances. Si les enfants ne sont pas déclarés à la naissance, ils n'existent pas dans les programmes gouvernementaux. Ils sont exclus des campagnes de vaccination, car nos programmes sont basés sur des soins de proximité suivis par des agents de santé et des agents communautaires qui ont nécessairement besoin des différentes affiliations des enfants. Aucun enfant ne mérite donc pas de ne pas être déclaré. Les responsables du CHU de Trècheville ont rassuré le maire de faire déclarer toutes les naissances et les décès enregistrés au sein de l'établissement. En Côte d'Ivoire, la déclaration des naissances est obligatoire et doit se faire auprès de l'officier d'état civil du lieu de naissance de l'enfant dans les 3 mois après sa naissance. En politique, la coordinatrice régionale associée du RHDP chargée des femmes et des jeunes de l'ANAWA était sur le terrain pour sensibiliser les militants, notamment les jeunes et les femmes, à se faire établir la carte nationale d'identité. Notez que la coordinatrice a sensibilisé les militants au strict respect des gestes barrières pour contrer le coronavirus. Kolo Koulibaly. Soubré, Meyagui, Mayo, Grands Atri, 4 localités, le même message. Celui de mobiliser les militants du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix de la région de l'Anawa. Dans ces localités visitées, les populations se sont mobilisées dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Durant 4 jours, Laure Baflan-Donwaï, coordonnatrice régionale associée du RHDP, chargée des femmes et des jeunes de l'Anawa, a sillonné toutes ces villes pour inviter les militants, en particulier les jeunes et les femmes, à se faire établir une carte nationale d'identité en vue de s'inscrire massivement sur la liste électorale. Après avoir visité 4 localités dans la région de l'Anawa, le RHDP est en marche, les militants sont mobilisés. Nous allons relever le défi que l'on a fixé à l'Anawa, 200 000 électeurs. L'opération 200 000 nouveaux électeurs pour le RHDP dans l'Anawa vient d'être ainsi lancée. Pour les militants, le moment est venu de jouer pleinement leur partition pour atteindre cet objectif. À partir de cette rencontre-là, nous allons nous mettre en ordre de bataille pour que les militants puissent aller s'inscrire massivement sur l'électoral. Nous, à notre niveau, nous allons faire de notre mieux pour que nous ayons plus de jeunes sur la liste électorale. Et qu'au soir du 31 octobre 2020, que Amadou Gon Koulibaly soit élu. La coordonnatrice régionale RHDP en charge des femmes et des jeunes de l'Anawa n'a pas manqué de sensibiliser les militants au respect des gestes barrières pour faire barrage à la Covid-19 dans la région. Prochaine étape, les localités de Lilio, Buyo et Guyo, dans le but de mobiliser davantage les militants du RHDP.
Et toujours sur le terrain politique en Côte d'Ivoire, la jeunesse du RHDP vient de tenir une réunion à laquelle a pris part Touré Mamadou, cadre du RHDP. Ils ont évoqué ensemble les stratégies de mobilisation des militants en vue de futures échéances électorales. Eric Goré. La jeunesse du RHDP se mobilise sur le terrain pour prendre part aux futures échéances avec son candidat Amadou Gon Coulibaly. Cette jeunesse, avec à sa tête Touré Mamadou, entend prendre toute sa place dans ce processus. Au nom des mouvements de soutien de ce parti, Charles Niaouré annonce le recrutement de 500 000 majeurs pour renforcer le dispositif électoral du RHDP. Il s'agit pour nous d'arriver à faire inscrire 500 000 sympathisants, amis ou fidèles d'Amadou Gon Coulibaly sur la liste électorale. Lors de cette rencontre, Mamadou Touré a invité tous les militants et mouvements de soutien au respect scrupuleux des mesures barrières. Tout en saluant la vague de sympathie exprimée par ces mouvements à l'endroit donc du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la direction du parti estime que le gouvernement a annoncé des mesures qui ne permettent pas des rassemblements de foule. La direction du parti a demandé donc à tous ces mouvements d'arrêter les préparatifs donc de l'accueil donc du Premier ministre pour se conformer aux mesures barrières qui ont été donc édictées par le gouvernement. Et notez pour terminer ce communiqué du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale qui porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le lundi 1er juin 2020, lundi de la Pentecôte, est déclaré jour férié chômé sur toute l'étendue du territoire. Communiqué signé du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et par intérim, le ministre de la Fonction publique, Issa Coulibaly. Très belle soirée. À 23h, retrouvez Kolo Coulibaly pour le dernier journal. Continuons de respecter les gestes barrières.